France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, nous sommes le 8 janvier, ça y est, ça sent la rentrée comme un parfum de rentrée pour quasi tout le monde aujourd'hui, ça y est, les vacances sont terminées, une nouvelle année a ainsi débuté, commencé, et Hicham Terak est aussi de la partie. Comment ça va Hicham? Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, impeccable, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va comme tu le dis, c'est la rentrée et on répond présent. Voilà, effectivement. Alors de quoi on va parler dans ton avis tranché tout à l'heure? Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui a pu se passer dernièrement au sujet d'une petite demoiselle qui faisait du sport et qui a été gentiment raccompagnée à la sortie de la salle, tu sais, à l'Aqua Boulevard. Oui, parce qu'elle portait un turban. Gate, on va appeler ça. Ouais. Ouais, exactement, parce qu'elle portait un turban apparemment, il y a eu des soucis de sécurité. Par rapport à, tu sais, à reconnaître les clients, apparemment c'est super chaud, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais, j'ai vu, ça fait le buzz effectivement sur les réseaux sociaux, mais pas un mot dans les médias par exemple. Bah écoute, c'est ce que j'évoque un peu dans mon avis, c'est que mine de rien, elle ne répond pas aux clichés qu'on nous impose sur la femme voilée ou en tout cas enturbanée, on va dire. Bon, on en reparlera donc tout à l'heure et vous pourrez également nous donner votre avis, mesdames, messieurs, parce que j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des appels au boycott. Ouais, exactement, mais ça a l'air de fonctionner un petit peu. Voilà, vous qui êtes peut-être allés au sport tout à l'heure, voilà. Coup de cœur, t'en as un? Toujours un coup de cœur et il répond au nom de Karim Gelata. Ouais. Tu sais, c'est un petit peu mon petit en ce moment mon petit cheval de bataille, c'est montrer que on peut être issu d'une certaine diversité, qu'on peut réussir, et donc tout à l'heure on l'aura au téléphone et il nous expliquera un peu son parcours. Tu sais, comme mon autre ami qui s'appelle Karim Guette, qui nous avait expliqué un petit peu son parcours, donc entre guillemets de la cité aux plus hautes sphères du sport français. Et là, c'est dans un autre cadre, pareil, quelqu'un qui va nous expliquer un peu son parcours et comment il y est arrivé. Bon, eh bien rendez-vous tout à l'heure pour ce faire. Voici le programme sur France Maghreb 2 de ce LGF de ce lundi 8 janvier. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum de ce lundi, ce vendredi, les Arocs ont illustré un article sur les dangers de l'alcool avec une photo représentant Manuel Valls. Ce dernier réclame des explications. Valls est toujours Charlie, mais pas trop quand même. Tunisie, reconnu coupable d'avoir été la source d'une rumeur sur la mort du président Béji Essebsi le 18 novembre dernier. 2 jeunes internautes ont été condamnés à 6 mois de prison ferme ainsi qu'un 5000 dinars d'amende chacun selon un jugement rendu par le tribunal de première instance de Jennouba, une condamnation sévère en vertu des lois désuètes s'indignent certains. Le baromètre de la diversité du CSA vient de sortir, il révèle quelques améliorations concernant la perception de la diversité de la société à la télévision, mais on est encore très loin du compte, de moins en moins d'arabes à la télé, voilà ce qui en ressort. La question LGF de ce lundi, en effectuant une visite d'État en Chine du 8 au 10 janvier, Emmanuel Macron veut donner un nouvel élan aux relations franco-chinoises et obtenir la signature de nombreux contrats commerciaux, sachant que Pékin ne perçoit pas la France comme un partenaire important. Le président chinois se laissera-t-il séduire selon vous? Vous répondez sur Facebook, Christophe, le grand forum, ainsi que Twitter, LGF officiel. Enfin, et pour finir, Libertad tout à l'heure en fin d'émission, 01 40 33 9000. LGF officiel, c'est sur Twitter et bien entendu tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2 en ce jour de rentrée. J'espère que tout va bien. Oui, il y en a beaucoup qui sont rentrés de vacances, là, ils sont tout bronzés. Hicham, tu les vois là? Oui. Ouais, je les vois puisque moi je suis resté là. Ouais, donc forcément je vois ceux qui étaient absents, ceux qui nous ont laissés là ici là en galère. On était pas beaucoup à Paris pendant les vacances. C'était bien. C'était calme. Oui, c'est pas tout à fait le mois d'août à Paris, mais presque. Voilà. Soyez les bienvenus en tout cas et bonne reprise à tous. Bonne rentrée sur France Maghreb 2 avec le LGF bien sûr. Et cette question du jour. Alors notre président il est parti en Chine à partir d'aujourd'hui en effectuant une visite d'État en Chine donc du 8 au 10 janvier jusque mercredi donc. Emmanuel Macron veut donner un nouvel élan aux relations franco-chinoises et obtenir la signature de nombreux contrats commerciaux, sachant quand même, à toutes fins utiles, il est utile de rappeler que Pékin ne perçoit pas la France comme un partenaire important. Le président chinois se laissera-t-il séduire, selon vous, par Emmanuel Macron? Eh bien, vous êtes en majoritaire à le penser sur Twitter avec 54%. Sur Facebook, eh bien, vous êtes que 40% à penser que oui, le président chinois se laissera séduire. Mon cher ami Hicham, est-ce que le président chinois va être séduit par Emmanuel Macron? Je pense que oui. Moi, je pense que oui, ouais, exactement. Faut pas oublier
oublier que la Chine c'est un petit peu l'usine du monde. Donc si tu veux faire des affaires et forcément tu veux gagner de l'argent, c'est très réducteur ce que je dis, mais Emmanuel Macron, notre président, est parti avec une cinquantaine de patrons français. Donc c'est pas pour rien non plus. Donc qui dit un déplacement avec autant de patrons, donc parle d'investissement. Ouais. Donc on pourrait créer des ponts, et à mon avis oui, je pense qu'aujourd'hui écoute, on décentralise, on délocalise tout ce que tu veux, et de manière à augmenter un chiffre d'affaires, gagner beaucoup plus d'argent. Et puis j'ai souvenir de l'ancien premier ministre ou président chinois, je ne sais plus, qui était venu sous l'ère Sarkozy. Et je sais pas si tu te souviens des berges qui avaient été fermées. Ouais. Il y avait une vidéo qui tournait et on a vu la délégation, mais c'était un truc de dingue. C'était un défilé, je sais pas combien de motards, de voitures de sécurité. Et en fin de compte, c'était une sorte de démonstration de force de la part des Français pour montrer que, tu sais, nous en France aussi, on sait accueillir les entre guillemets les grosses têtes, les gros bonnets. Et donc du coup voilà, on sait que les enjeux sont colossaux. Faut dire ce qui est, et on part pas là-bas pour rien non plus. Donc à mon avis, Macron qui se déplace en Chine, il y va pas pour aller manger des nems, tout simplement. Ouais. Hein, je pense qu'il va. Alors tu sais comment on l'appelle là-bas? Non. Les Chinois l'appellent Maclong, ce qui signifie le cheval qui vainc le dragon en mandarin. Eh ben c'est beau ça. Voilà, c'est Et beau, voilà, non? déjà, ça veut dire beaucoup de choses déjà, avec toute la philosophie asiatique. Donc je pense que non, pour moi, je pense qu'on va faire des affaires avec nos amis les Chinois. Bon, en tout cas, est-ce que vous pensez que le président chinois va se laisser séduire par Macron et sa délégation importante? Vous répondez à cette question donc sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, et sur Twitter, LGF officiel. Donc effectivement. J'ai une question, Christophe. Oui, pose-moi ta question. Tu te rappelles que là, le Premier ministre, quand il était parti en Asie, ça va coûter combien le billet? Ah, ça va être 300 et quelques mille euros. Alors t'imagines là, le président qui part avec 50 personnes? Ça doit coûter aussi une blinde à mon avis. Mais ça on le dit pas. Non, on le dit pas, Voilà, c'est le président. Voilà. En tout cas, Emmanuel Macron effectivement est arrivé en Chine pour une visite de 3 jours, je le disais, ce lundi. Elle est très attendue, effectivement. On va y parler affaires, bien sûr, avec l'espoir de signer de nombreux contrats juteux, mais aussi diplomatie. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. La Corée du Nord, la Syrie, le G5 Sahel ou encore le climat. Première étape d'ailleurs du déplacement présidentiel à Xi'an ce matin. Xi'an, berceau de la civilisation chinoise avec son armée de 8000 soldats en terre cuite. Exact. Xi'an où le chef de l'État a prononcé un premier discours sur les relations entre Paris et Pékin. Et moi qu'on puisse dire, c'est que les objectifs sont ambitieux. Pour Emmanuel Macron, la naissance d'un bébé panda dans un zoo en France était un signe prémonitoire avant sa première visite en Chine. Écoutez-le sur le panda. Ce petit panda, en effet, s'appelle Yuanming, l'accomplissement d'un rêve. Et nous vivons un temps où la France et la Chine peuvent se permettre de rêver ensemble. Il veut rêver, Emmanuel Macron. Au premier jour de sa visite en Chine, donc Emmanuel Macron a donné des gages de bonne volonté en disant toute son admiration pour la culture ancestrale de la Chine et en rappelant ses liens historiques avec la France. Il a aussi défini les domaines dans lesquels il espère une collaboration fructueuse avec Pékin et notamment celui de la lutte contre le changement climatique. Après la défection des États-Unis de Donald Trump, Emmanuel Macron compte sur la Chine de Xi Jinping. Il l'a rappelé tout à l'heure. Nous, Français et Chinois, sommes capables de faire que notre planète soit à nouveau grande et belle. Jean Tizio Zai-tse Weita. Il parle chinois. C'est beau quand même. Emmanuel Macron. Faut dire ce qui est, c'est beau. Ça c'est la French touch. J'ai eu la French touch, pardon, j'ai bafouillé. Mais je trouve ça génial, justement. Et tu sais, encore une fois, voilà, je pense que c'est opération séduction. Donc voilà, tu parles un peu chinois. Je vais pas dire qu'il va faire une démonstration de kung-fu là-bas sur la place Tiananmen, mais à mon avis, je pense qu'il va réussir à obtenir ce qu'il veut. En tout cas, il fixe des objectifs ambitieux au partenariat franco-chinois, pour aider notamment le développement de l'Afrique, redéfinir les règles du multilatéralisme, combattre pour la paix et la stabilité. Mais il assure, Emmanuel Macron, voici ce qu'il a dit ce matin. Notre Europe est de retour. Notre Europe est de retour, en ambassadeur d'une Europe en quête de refondation. Emmanuel Macron est donc venu en Chine ce matin.
Donc il va se rendre, il s'est rendu ensuite à Pékin, Hicham, où il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping. Peut-être profitera-t-il aussi de sa visite pour aller à la rencontre de la population, comme il avait fait d'ailleurs en Algérie. Vous vous en souvenez, Hicham? Écoute, je sais pas si, je pense que oui, mais tu sais après là-bas la mentalité, on sait que la Chine reste quand même un pays assez, comment dirais-je, assez fermé sur certains points, tu vois, tu sais, sur la démocratie, on sait que ça s'est quand même vraiment bien ouvert depuis quelques années, bientôt une décennie, même un petit peu plus, mais ça reste assez particulier la mentalité en Chine. Et puis tu sais les contestataires, tu vois, tout ce qui est opposition là-bas n'a pas trop pas trop sa place. Ils ont pas, voilà, exactement. Non. On va dire que c'est pas évident. C'est un peu, voilà, c'est un peu ric-rac quand t'es pas trop d'accord avec le pouvoir. Et je me dis que un petit peu à l'image de la Corée du Nord, si demain t'as un bain de foule, je pense que c'est des personnes qui vont être triées sur le volet. Tu vois, donc il y a des chances, effectivement. En tout cas, la Chine est une étape importante parce que la Chine figure dans pas mal de conflits. Alors, la Chine n'a pas la réputation d'être en avant des crises, mais plutôt derrière. Mais elle est quand même elle a un rôle extrêmement important dans bien des conflits, par exemple en Syrie, pour la Corée du Nord, etc. Et n'oublie pas que l'Afrique aussi est un enjeu global pour tous les pays développés. Et la Chine, justement, voilà, elle y est aussi présente. Elle y en est Algérie, pas par exemple. Exactement, dans le Maghreb en général et même dans d'autres conflits, comme tu le disais. Et justement, voilà, aujourd'hui, on compose avec la Chine. Même comme tu dis encore une fois, la Syrie, c'est vrai que il y a des acteurs qui sont un petit peu dans l'ombre, mais qui aussi font bien comprendre qu'ils sont d'accord ou pas d'accord avec certaines décisions prises à l'international. Voilà. Et ils penchent dans la balance. Et voilà, c'est une communauté, comme on dit ici, qui est très silencieuse, très calme. Mais sur la scène internationale, c'est exactement la même chose, mais ils sont très actifs. Effectivement. Et puis, faut dire quand même que la Chine est le pays le plus pollueur au monde, hein. Voilà, donc on va parler climat, ça va être dur de parler climat avec la Chine quand même, parce qu'ils ont quand même pas mal d'efforts à faire. Et la Chine aussi qui est pour certains consommateurs un pays qui occasionne quand même quelques soucis, dans le sens où il y a beaucoup de produits made in China qui viennent et qui sont fabriqués pas toujours dans des conditions les plus au niveau des normes, mais aussi au niveau des enfants qu'on utilise pour faire travailler, pour fabriquer par exemple vos trucs pour vos iPhones et compagnie. Exactement, tu vois, ça se passe là-bas aussi, il faut le savoir. Bien sûr. Hein, donc c'est des gamins qui travaillent là-bas en Chine. Donc je sais pas si Macron va parler un peu droits de l'homme comme il a l'habitude de le faire. Je pense qu'il va en parler des droits de l'homme, tu sais, mais c'est en introduction. Après je pense que ça va commencer à parler de millions ou quoi que ce soit, on va, tu vois. Après, à moins qu'il fasse comme avec Sissi, j'ai pas de leçon de morale à donner. Je trouve ça magnifique. Au niveau du paradoxe, en général, je trouve ça juste génial. Ouais, absolument. En tout cas, voilà, votre avis nous intéresse pour nous dire si le président chinois va se laisser séduire par le séduisant Macron, qui arrive effectivement avec beaucoup de perspectives pour cette visite en Chine, visite de 3 jours avec pas moins d'une 50aine de chefs d'entreprise, une grosse délégation donc pour accompagner ce voyage. Est-ce que le président chinois va se laisser séduire? Vous répondez donc sur Facebook Christophe Le Grand Forum, ainsi que sur Twitter LGF officiel, ou en nous appelant bien sûr sur la radio ici au 01 40 33 9000. Bon, ceci étant, on va parler maintenant de Manuel Valls. Pourquoi on va parler de Manuel Valls? Qui ça? Donc de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Ouais. Vous avez peut-être vu, Hicham, auditrice, auditeur, ce vendredi, les Arocs ont illustré un article sur les dangers de l'alcool avec une photo représentant Manuel Valls, ce dernier réclamant des explications rapides. Il est toujours Charlie, mais ne cesse de le réclamer haut et fort. Manuel Valls était d'ailleurs présent à l'hommage à Charlie Hebdo, organisé par le Printemps républicain, la LICRA et l'Obscur, une organisation de Céline Pina, le Comité Laïcité République. En 2012, Manuel Valls l'affirmait, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. La liberté de caricature fait partie de ce droit fondamental. Alors, ministre Valls refusait toute remise en cause, droit d'expression, celui de l'information, de l'opinion, de la caricature, dans le cadre évidemment de la loi. Mais ce vendredi, le magazine Les Arocs a tweeté un article, donc a titré l'alcool
pourrait causer des dommages génétiques irréversibles. Un tweet illustré donc par une photo de l'ancien Premier ministre, désormais simple député de l'Essonne, ce que n'a pas goûté le principal intéressé. Dans un tweet, Manuel Valls estime être considéré comme un adversaire politique et estime que le magazine a dépassé toutes les bornes. Manuel Valls attend donc une explication rapide. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, de cette petite polémique qui en découle des Inrocks? En fait, pour moi, je pense que notre petit Manu là, tout ce qui parle de lui, tout ce qui évoque son nom, ça lui sert en fin de compte. Ça lui permet d'être encore une fois sur le devant de la scène, dans les médias, d'être présent. Et tu sais, même si tu ne fais rien, du moment qu'on parle de toi, c'est toujours bon pour toi. Donc là, limite, je trouve que ça lui rend plutôt service. Tu sais, voilà, il est moqué comme d'habitude. Sauf que bon, là, c'est les Inrocks. Et puis voilà, lui derrière, il y rajoute son petit commentaire. Et voilà, c'est un e-buzz en fin de compte, e-buzz comme un YouTuber, on va dire, comme un petit influenceur sur les réseaux. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que j'ai été étonné de pas voir islamophobie ou enfin tu sais un truc tu sais porté sur l'islam ou quelque chose comme ça, sur l'insécurité. Et parce qu'habituellement dès qu'il peut en placer une, il la place. Ouais. Et finalement là non, j'ai trouvé ça moi plutôt amusant. J'ai pas lu l'article, je te dis la vérité, parce que Valls c'est toujours un petit peu même toujours la même chose quoi, tu vois. Alors, je sais pas si c'est vraiment un article qui parle de Valls, mais non, bien sûr que non, mais bon après, je pense que les Inrocks pourront toujours se targuer de dire on s'est trompé, il y avait un stagiaire, voilà. Mais c'est marrant que les mecs défendent la caricature, la liberté d'expression comme ils le font pour Charlie Hebdo, etc. Mais quand ça les concerne, ça devient tout de suite de la diffamation et ils sont fâchés, tout rouge. Écoute, oui, comme tu le sais, c'est à géométrie variable, tu vois. C'est quand ça t'arrange, quand c'est dans le bon sens. Et puis là, je pense que non, mais pour moi, ça lui sert, hein. Clairement, ça lui sert. Regarde, un moment, les Guignols. Quand tu regardes, à l'époque où les Guignols cartonnaient, même s'ils cassaient, mais ils y allaient fort, tu vois. On sait que au début, les politiques étaient pas très chaud, étaient plutôt contre, jusqu'à ce qu'on se rende compte que justement ça leur donne tu sais un peu plus de comment dirais-je, un peu plus de sympathie, justement. On voit les défauts grossis, toujours sur le ton de l'humour, même si ça restait assez sérieux. Finalement après on a pu assister à des politiques qui limite tu sais en jouaient exactement. Ouais. Et je pense que là ça a un petit peu changé hein, mais finalement pour moi Valls voilà, à partir de même là pour moi, on fait son jeu puisqu'on parle de lui, alors que pour moi, c'est quelqu'un dont on ne devrait même pas parler, parce qu'aujourd'hui, il a pour moi plus aucune légitimité. Il a été Premier ministre. Premier ministre. On se rappelle d'ailleurs qu'il a été le premier manager de Dieudonné quand même. Écoute, vous vous souvenez quand même. Il faudrait le ressortir. Faudrait faire une spéciale là-dessus. Tiens. Parce que quand même, on se souvient que effectivement, Dieudonné est un humoriste très controversé ici dans ce pays depuis son passage chez Fogiel. Bon, après, il y a eu plein d'épisodes effectivement, mais il y a beaucoup qui le connaissaient pas, et grâce à Manuel Valls, d'ailleurs, Dieudonné dans une vidéo, comme tu le connais, le remercie Manu, hein, merci Manu, pour avoir rempli toutes ces salles, et il s'exclamait il y a encore pas si longtemps sur France 2, je crois que c'était il y a à peine un mois ou deux, qu'il y ait 8000 antisémites qui viennent applaudir à Marseille Dieudonné. Après ça c'est facile, c'est super facile, c'est très très facile. Bon après encore une fois antisémitisme, terrorisme, islamisme. La dernière fois il a fait une je sais plus quoi, je crois qu'on lui a posé une question sur un footballeur. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, c'était. Et on parle de football à ce moment-là sur Grisou. Oui, c'est ça. J'ai dit Grisou. Oh là là. Antoine Griezmann. Voilà, exactement. Et va comprendre le lien, le pont qu'il fait, le raccourci entre équipe de France, football, Antoine Griezmann et islamisme. J'ai pas saisi. J'ai trouvé ça magnifique. Il est fort, hein. Magnifique, non, c'est magnifique, magnifique. Et malheureusement, ça le discrédite clairement, parce que arrive un moment, tu sais, ça devient, tu sais, un idiot utile quoi. C'est bon, il est là et voilà, il fait le jeu de on ne sait pas qui, mais voilà. Donc, ouais, effectivement, et beaucoup disent aujourd'hui au Parti socialiste qu'il a fait partie de ceux qui ont vraiment miné le Parti socialiste, et après il l'a quitté en ne respectant pas. On rappelle quand même une règle, hein, quand il a perdu la primaire, il s'était pourtant engagé à soutenir le gagnant étant Benoît Hamon. Exactement. Il l'a pas soutenu, voilà, clairement, et il a pris position pour Macron. Bon, alors Macron lui a pas forcément bien rendu, parce qu'il espérait un poste, il a rien eu. Je pense que Macron a vu le personnage aussi, hein, tu sais, ils se connaissent un peu. Faut pas l'oublier. En coulisses, on dit que Macron n'est pas franchement fan de Valls, hein, pour le coup. Mais c'est peut-être pour ça que Valls aussi tient ce discours sur, tu sais, l'insécurité en France. C'est parce que justement, peut-être que Macron n'est pas aussi tranchant sur le sujet. En tout cas, ils y travaillent. En tout cas, c'est ce qu'on voit, puisque là, on parle encore des migrants, du fait de faire une sorte de tri dans les migrants. C'est assez particulier comme sujet. Et je t'avoue, je trouve ça
très borderline, assez spécial quand même d'aller trier ou je sais pas comment faire, tu vois. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure dans Zapping une intervention de Charles Aznavour hier soir sur France 2 qui a choqué les téléspectateurs. Ouais, paraît-il, ouais. Voilà, on écoutera cela et vous pourrez en juger par vous-même. Et d'ailleurs pour illustrer une espèce quand même de changement, alors évidemment sans être macroniste pour un sou, mais pour illustrer quand même un certain changement et un climat différent. Vous vous souvenez évidemment de toute cette campagne islamophobe qui a été menée par le Parti Socialiste et en tête François Hollande et Emmanuel Valls pendant 5 ans. Aujourd'hui, vous avez un président de la République, Emmanuel Macron, qui devant les responsables religieux disent il ne faut absolument pas se servir de la laïcité pour s'en prendre à une religion qui s'appelle l'islam. Ouais, donc voilà, il y a un changement de cap quand même. Il y a moins ces mêmes mots qui reviennent en boucle, antisémitisme, islamisme, etc., tout ce qui se finit en isme, de la part du président de la République. On va voir, alors qu'il avait prévu de faire un grand discours sur la laïcité et finalement il a dit non, il n'y aura pas de discours, je préfère les actes. Ouais, c'est très bien. Pour moi, je sur la démarche, elle est plutôt bonne. Ça va éviter aussi de cristalliser des frustrations aussi sur la laïcité. Et c'est vrai que ces dernières années, on va dire que la laïcité, le vivre ensemble, c'était surtout une crise identitaire en fait, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tu vois, et pour moi la laïcité c'est devenu le bras armé de certaines personnes qui ont pris en otage la laïcité pour dire que voilà, non, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela au nom de la laïcité. Mais la laïcité c'est quoi à la base? Et pour reprendre Hamon, ce qu'il disait, je me souviens sur son sur le débat qu'il y avait eu à la télé, ouais. On lui posait la question de la laïcité, il disait la laïcité c'est la loi de 1905, que la loi de 1905 et rien que la loi de 1905. Ouais. Et je trouve ça juste génial. Tu vois, après dans les faits, bon, on sait que c'est particulier, mais à partir du moment où l'État, ou en tout cas ses dépositaires arrivent à recentrer le sujet sur ce qu'est la laïcité, il n'y a pas de problème. Concrètement, il n'y a pas de souci normalement, tu vois. La liberté de croire ou ne pas croire. Exactement. Et puis aussi, c'est la tenue vestimentaire. Il y a un mélange incroyable en fait. Tu vois, il y a eu tellement de mélanges et aussi des raccourcis faits justement par des personnes comme Manuel Valls ou les gens du FN par exemple aussi. Donc on a fait un mélange incroyable, tu vois. On a fait une sacrée tambouille et au final on a laissé les gens interpréter des choses, tu vois. Et on a aussi permis, légitimé aussi, ça c'est le gouvernement précédent qui a banalisé, j'ai envie de dire, toute la fachosphère qui s'exprime sans toute tranquillité aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Aussi. Tu sais, je sais plus qui disait à l'Assemblée nationale il y a pas si longtemps que ça que à une époque discuter avec les gens du FN c'était mal vu, tu sais. Ouais. Et j'ai trouvé ça mais hyper pertinent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, il y a une banalisation. Alors c'est bien. N'oublions pas qu'on est en démocratie, dans un état de droit, donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais je me souviens qu'à une époque, voilà, c'est vrai que quand tu disais on se targuait pas d'être du FN, ou on n'avait pas cette fierté d'être du FN. Il y avait une certaine honte. Exactement, puisque faut pas oublier que le FN c'est pas le parti qu'on voudrait nous vendre comme quoi un parti hyper ouvert. Le reportage le montre encore une fois, les journalistes qui se font dégager des meetings du FN, ça a pas changé. Hein. Ça a vraiment pas changé. Les méthodes sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes et puis le fond est toujours le même en fait. C'est le Front National. Même si c'est une petite rose aujourd'hui, c'était une flamme et la flamme du FN elle est porteur de messages. Quand et même. C'est pour vous dire d'ailleurs, c'est peut-être un message aussi qu'il faut savoir analyser et comprendre, c'est que moi qui suis à l'écoute des auditeurs depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est beau. Eh bien écoute, c'était peut-être une des rares fois où pendant les présidentielles on entendait des personnes d'origine maghrébine dire je vais voter Marine Le Pen. Mais tu te souviens, on en avait discuté, j'ai été là quand il y avait un auditeur qui avait une cinquantaine d'années. Il y en a eu plein, j'imagine toi, voilà, comme tu l'as dit, ça fait 20 ans que tu fais ça, mais moi j'ai été choqué quand avant les présidentielles, on était à l'antenne ce jour-là et t'as un auditeur qui nous appelle et qui nous avait dit ouais, de toute façon Marine Le Pen elle va je sais pas quoi redresser le pays et puis au final, on s'aperçoit que il a une cinquantaine d'années donc il a vécu entre guillemets ces heures un petit peu noires du FN, les couleurs d'affiches qui se font un petit peu les ratonnades et tout le tintamarre. Et quand à la fin je me souviens de ses arguments, il nous dit qu'il ne vote pas. Tu te rappelles ou pas? Et moi ça m'a tué parce que mais comment tu peux porter un discours, appeler une radio, dire ouais voilà vive Le Pen entre guillemets. Bon, je fais un raccourci moi aussi. Vive Le Pen mais au final moi je vote pas. J'ai mais c'est pas bien, c'est pas logique, il y a un gros souci de ce côté-là et moi je trouve que aujourd'hui, voilà, on a des gens issus de l'immigration, de la diaspora, ou même, tu sais, j'en parlerai tout à l'heure dans mon avis tranché, où j'ai trouvé quelques petites catégories de ces personnes qui font partie des minorités visibles entre guillemets, et où pour moi il y a un problème identitaire. On a réussi à nous
nous mettre dans la tête qu'on a un problème identitaire alors qu'en fait compte on n'en a pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? On va accueillir Mohamed qui est avec nous, 01 40 33 9000. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi je voudrais réagir à ce que tu disais sur Macron tout à l'heure, comme quoi justement il y a plus ce racisme, cette islamophobie qui faisait l'apanage de Hollande et puis de Sarkozy. Et Ouais. c'est vraiment un message différent et c'est vraiment c'est plus apaisant, l'atmosphère est plus apaisée. On est d'accord, Oui, on est d'accord. oui, oui. Ça fait du bien quand même. Ah ouais, ça fait du bien à ce niveau-là, hein, parce que moi Oui, je suis bien pas sûr. d'accord avec sa Bien politique, sûr, évidemment. bien sûr, Mais ouais, ouais. tous autour de cette table même. Je lui reconnais ce mérite quand même. Voilà, On c'est est ça. d'accord. Là-dessus, franchement, bravo. Moi je te Ouais. rejoins et puis et tu sais il y a d'une certaine manière, je pense qu'on peut reparler de vivre ensemble. Un petit peu. Voilà. Exactement. Voilà. Ouais, Après on n'est pas exactement. tous obligés de s'aimer, ça c'est sûr et certain, mais au moins on peut Exact. vivre ensemble dans une certaine cohésion et ça c'est plutôt bien. Oui. Mohamed. Exactement. À mon avis, il se la joue un peu anglo-saxonne. À l'anglo-saxonne, en Angleterre, etc., ou aux USA, où chacun est libre de pratiquer sa religion comme ils veulent. Et la dernière fois, je faisais des recherches au Canada. Les Ouais. Sikhs peuvent porter, vous savez, ils ont un poignard traditionnel. Ah ouais carrément. Ils sont autorisés à le porter carrément à l'école et tout ça. C'est magnifique. Bah Et la écoute. justice. Et je voudrais dire une autre chose aussi, c'est par rapport à la laïcité. C'est un mot qui ne veut plus rien dire, qui a On est été d'accord. complètement dénaturé. On est Ouais. C'est un mot fourre-tout, qui ne veut plus rien dire. C'est surtout une attaque contre l'islam. C'est Ouais. ça. Et je voulais dire, la laïcité, c'est une loi qui a été votée en 1905, comme vous le disiez tout à l'heure, comme vous le rappeliez, et jusqu'en 1945, les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est vrai. Alors dans les écoles, moi j'ai connu à l'école quand j'étais petit, les écoles, les filles et les garçons étaient séparés. Ouais. C'est vrai, hein. Ouais. Et ils nous parlent de laïcité, ils mettent ça mixité, etc., égalité homme-femme. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Qu'est-ce que vous racontez? C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, tu vois, c'est que c'est devenu un fourre-tout en fin de compte. Ouais, c'est Et comme c'est tout le devenu monde même s'est une- approprié non, mais le terme. la laïcité aujourd'hui, c'est devenu une religion à part entière. Ouais, exactement, ouais, Ouais. c'est ça. Et C'est laïciste, là. c'est une religion contre l'islam. Voilà, c'est ça. C'est On surtout parle, ça. bah oui, principalement, bien entendu. Ah oui. Merci Mohamed en Voilà. tout cas pour ton J'en prie. avis. À Merci. bientôt. Bon, au moins on est tous d'accord là-dessus. Mhm. On n'est pas macroniste pour un sou. Voilà, on s'en cache Pour un pas. sou, tiens. Mais pour le coup, c'est vrai que ce changement de ton fait du bien. Il y a un certain apaisement. Alors c'est vrai que c'est pas encore tout, c'est pas encore garanti. Hein. Il se passe encore des choses un peu on a du mal à comprendre au travers de faits qu'on va dénoncer d'ailleurs dans un instant. Mais on sent quand même que dans la bouche du président, il y a plus cette obsession maladive qu'on en a pu entendre pendant 5 ans, notamment dans la bouche de celui qui a été ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Oh là là, on a eu du mal quand même. On a été extrêmement courageux de supporter tout ça. Allez, on est de retour dans un instant. Messieurs, dames, vos appels 01 40 33 9000. Est-ce que Madame Macron va réussir à séduire le président chinois, qui est pas une mince affaire quand même, hein, je tiens à vous le dire. Il est quand même parti avec du lourd, une 50aine de patrons, à retrouver dans un instant. La vie tranchée d'Hicham Terak. Restez bien avec nous, c'est là que ça se passe. C'est l'original, c'est l'authenticité, méfiez-vous des imitations, c'est le grand forum, le vrai. 16h-18h sur France Maghreb 2, Bien vu. bien entendu. 16h57, merci d'être avec nous et en direct sur France Maghreb 2, oui, avec Hicham Terak, c'est le LGF. La question du jour à laquelle on vous invite évidemment à répondre sur les réseaux sociaux, Christophe Le Grand Forum sur Facebook, ainsi que LGF officiel sur Twitter. Eh bien, est-ce que Emmanuel Macron va réussir à séduire le président chinois? Parce qu'on sait que pour la Chine, la France c'est pas franchement un partenaire hyper important. Eh bien, vous répondez à cette question oui en majorité sur Twitter pour l'heure. Le non l'emporte sur Facebook. Donc continuez à voter, bien sûr, à nous donner votre tendance et en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. Bien sûr, avant de passer au zapping, je vous donne une petite info en bref comme ça, Ah, on aime. sortie des fagots. C'est de l'exclu. C'est d'abord les patrons du rail français qui, vous le savez, ont été convoqués ce matin au ministère des Transports. Les patrons du rail. Oui, du rail français. La musique rail. Non, pas du tout. Le rail, attends, là. Tu on est sais, sur Radio France Maghreb 2, mon pote. Ouais, voilà. Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, et Patrick Jantet, qui est le président de SNCF Réseau. Rendez-vous donc avec Elisabeth Borne tout à l'heure, à la mi-journée, où ils doivent s'expliquer sur les nouvelles pannes qui ont touché, Ouais. vous savez, la gare Montparnasse, la Exact. gare Saint-Lazare, la gare de Percy, à Paris, le mois dernier. Des dysfonctionnements qui ont provoqué la colère des usagers, Exact. ulcérés par les problèmes à répétition dans les trains depuis l'été. Alors, vrai coup de poing sur la table ou simple opération de com du gouvernement? C'est grâce à Pécresse apparemment, la région Île-de-France, il paraît qu'elle se démène pour que les utilisateurs des transports en commun, donc
puisse être comment on appelle ça, puisse se déplacer correctement et convenablement. Alors, s'agit-il donc d'un gros coup de poing sur la table, d'un recadrage ou d'un simple coup de com' donc de la part du gouvernement? Je vous propose d'écouter l'avis de Christian Jacob. Il est le chef de file des députés des Républicains à l'Assemblée nationale. Écoutez. Grosse opération de communication, parce que là, on met en scène, on est vraiment dans la mise en scène de ce rendez-vous, annoncer les convocations. Ça mérite d'avoir plus d'informations que j'en ai. Ça pourrait être un travail d'ailleurs de la commission des affaires économiques, d'avoir une commission d'enquête sur ce sujet. Sur la SNCF. De regarder ce qui s'est passé. Et je le dis de commission, pour pas dire on va faire une commission d'enquête par un groupe politique. Regardons réellement ce qui s'est passé. Et d'où viennent effectivement ces dérives, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a quand même eu quelques-unes en peu de temps. Voilà, c'était Christian Jacob donc qui parle d'une opération de communication, le patron DLR ce matin chez le confrère de France Inter. Ouais, ça va être chaud parce que c'est un sujet bien épineux quand même. En tout cas voilà, Pépi pour l'heure il est tranquille, il a pas de raison de sauter visiblement, il a un réseau extrêmement puissant Guillaume Pépi. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut rester jusqu'à l'heure. Avant l'avis tranché de Hicham Tarak, un petit tour du côté du Standard qui est là avec nous. Bonsoir. Bonsoir, de Champigny. Salut Champigny. Champigny. C'est quoi ton prénom? C'est Samy, bonne année Bonne année à toi Samy, bienvenue à toi, comment ça va Samy? Ouais, vous ça va tranquille Ouais, tu es d'où de Champigny? Tu es d'où de Champigny? À côté de Cueilly, moi, zone pavillonnaire. T'es zone pavillonnaire, t'es au Bois-l'Abbé? Non, à côté, derrière. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe, Samy? Ouais, en fait, moi, je voudrais intervenir, j'ai entendu un truc ce matin, là. Ouais. Il part d'attentat, ça n'a jamais existé, c'est du mytho, Non, c'est pas tout à fait ce qui est apparu ce matin, mais un sondage apparemment a été publié, selon lequel les Français en majorité pensent et tentent vers la théorie du complot. Maintenant, difficile de nier quand même que ces attentats n'ont pas eu lieu quand même. Ça serait un peu délire, non? Samy. La théorie. Non, Christophe, je te l'avais dit, moi, déjà, ça, à l'époque, tu m'avais pas cru. Regarde, maintenant, ça commence à... Ah, mais je te crois toujours pas, Samy, excuse-moi, mais on a bien vu quand même qu'il y a eu, on a bien vu quand même ce qui s'est passé au Bataclan, on a bien vu ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, on a bien vu ce qui s'est passé à l'Hypercacher, voilà. Comment dire, c'est des marionnettes en plastique qu'ils ont mis pour dire que c'est nous qui avons fait ça, alors que nous, les Arabes, tout ça, les musulmans d'origine maghrébin, on est bien en vrai. On va, ils sont contre nous. Ouais, mais tu sais que parmi les victimes, il y a eu aussi des musulmans, je veux dire, des personnes tuées, donc c'est voilà. Mon frère, c'est un montage, ça. Oui, alors je sais pas voilà, je suis un peu partagé, enfin non, je suis même pas partagé du tout, je peux pas être d'accord du tout avec toi parce que imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont perdu des proches dans ces attentats, imagine ce qu'ils peuvent ressentir. Ils arrivent pleurer, c'est semblant de pleurer les gens. Non, Samy, là tu déconnes, Samy, tu déconnes. Non, c'est pas Christophe. Regarde quand ils arrêtent quelqu'un, le père exemple, sa fille elle se fait tuer et tout. Le mec à la télé, il rigole presque. On dirait il s'en fout que sa fille a été tuée. T'as pas vu que c'est étrange, c'est l'histoire terroriste. Bon. Et à chaque fois, par hasard, il y a un truc, Christophe, et la police, elle intervient jamais, il y a jamais de flics dans le coin, c'est truqué, ça. Toujours c'est truqué, Christophe. Bon, c'est ton avis, et je le partage évidemment pas, mon cher Samy, d'accord? Voilà. Et tu l'as donné. Chacun son avis, mais moi, mon avis, est là. Mon avis, c'est manipulation mentale. Alors, attention, nous faisons la différence entre ce qui peut apparaître comme des zones d'ombre dans certains, dans ce qu'on a bien voulu nous vendre, dans le procédé de l'attentat en tant que tel. Mais moi, je n'irai jamais jusqu'à remettre en cause qu'il y a eu des morts, parce qu'il y en a eu beaucoup trop d'ailleurs. Ouais. Et arrêtons le délire de la théorie du complot. Moi, j'ai jamais aimé ça de toute façon. Maintenant, on peut pas savoir, ni toi ni moi ne détenons la vérité. Et voilà, tu peux avoir ton avis là-dessus, mais tu nies qu'il y a des morts, moi ça me dérange quoi, vraiment. Tu crois que l'humain il est pas ambitieux, il peut pas inventer. Non mais j'ai pas dit le contraire, mais voilà, il y a eu des morts, il y a eu des familles qui sont en deuil encore aujourd'hui, et voilà. Bon, Samy, merci à toi en tout cas. Bon, Hicham, je t'ai vu extrêmement silencieux pour le coup. Ouais, parce que bon, après tu peux être, comment on appelle ça, tu peux être un peu parano, tu peux interpréter d'une manière assez différente, tu peux comprendre les choses à l'envers, à l'endroit comme tu veux, tu peux prétendre, tu peux mal comprendre tout bêtement, même si je dis plus ou moins la même chose à chaque fois, mais il est important de se dire qu'il y a quand même des faits. Voilà, comme tu le dis si bien, quand il y a des morts, des gens qui meurent sous les balles,
c'est difficile de dire que ça n'existe pas. Maintenant, on a suffisamment c'est manquer de respect à la victime, quand même. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Et on a suffisamment d'images, de témoignages. Et je reprendrai pas ces termes parce que je suis un petit peu pas d'accord du tout, mais je pense qu'on a suffisamment vécu de choses et vu de choses pour comprendre que ce qui s'est passé s'est réellement passé. Maintenant, après à toi le procédé sur voilà, le procédé, à toi de comprendre comme tu as envie de comprendre, ça t'appartient et ce qu'il faut se dire c'est que voilà, après comme tu dis, il y a des zones d'ombre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Mais voilà, dans les faits, il s'est bien passé quelque chose. Ça là-dessus on peut pas, c'est indéniable. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce sondage qui est un peu embarrassant, j'allais dire, qui remet en cause, selon lequel une majorité des Français penchent vers la théorie du complot. Oui, bon, j'ai vu ce. Mais alors attention, parce que dedans il y a quand même des théories assez farfelues, comme quoi la Terre est plate. Ouais. T'as quand même des gens qui sont, je crois qu'ils appellent les platistes d'ailleurs, je sais plus quoi. Donc ouais, voilà, bon ça là-dessus. Je sais pas quoi vous dire, moi ça me fait sourire gentiment. Après il y a et ça dure depuis très très longtemps, cette fameuse théorie comme quoi l'homme n'a toujours pas marché sur la Lune. Il y a encore d'autres théories donc sur les attentats en particulier. Et encore une fois voilà, je pense que j'écoutais ce matin une émission où on expliquait que là où on ne comprend pas, on a tendance à inventer un petit peu, essayer de comprendre par des interprétations qui peuvent être très tirées par les cheveux. Dont d'ailleurs voilà, pour moi quelqu'un qui te dit aujourd'hui la Terre est plate, je pense que c'est compliqué d'argumenter pour lui faire comprendre que non, elle est bien ronde et c'est vrai qu'on a tendance quand même, quand on entend quand même quelques commentaires, à partir dans l'excès dans tous les sens en fait. Effectivement, on peut remarquer des zones d'ombre dans certaines, dans ce qu'on veut bien nous vendre, effectivement, dans ce qu'ils ont bien voulu nous médiatiser. Mais après, partir dans l'excès en disant ouais, tout ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, mais faut arrêter le délire les gars, faut juste se rassembler 2 minutes et juste un peu avoir de respect pour ceux qui effectivement ont perdu des proches, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, il y a eu combien de morts, c'est un truc de fou quoi, 130 morts entre les attentats du 13 novembre au Bataclan, dans les terrasses de café, etc. Voilà, t'as des illuminés qui effectivement n'ont rien à voir avec l'islam, mais ça tout le monde le sait et tout le monde est d'accord là-dessus, et qui se sont laissés embrigader et qui endoctrinés, j'allais dire, et qui sont devenus complètement dingues. D'ailleurs, pour le coup, pour commettre de tels actes, ils prennent des drogues et pas des petites, parce que une personne, j'allais dire, normalement constituée peut pas faire ça. Je veux dire, c'est pas normal, c'est pas logique. Donc voilà, on peut se poser des questions sur les zones d'ombre, qui apparaissent effectivement dans les enquêtes qu'on a bien voulu nous vendre, mais pour le reste, ça m'est insupportable d'imaginer qu'on puisse remettre en cause des attaques qu'il y a eu bel et bien. Voilà, parce qu'il y a eu des gens, des familles qui ont perdu des proches, des innocents qui sont morts, et là on leur a pas demandé leur religion pour le coup, parce qu'il y a eu des musulmans, des juifs, des chrétiens, des non-croyants, des athées, des gens quoi qui sont morts gratuitement parce que des salopards avaient décidé qu'ils devaient en finir. Mais c'est un peu comme tu sais à Nice aussi. Oui, à Nice, voilà. Alors, là ça va être un peu compliqué de dire que c'est un complot. Tiens, Samy, si tu nous écoutes, on va appeler la fille de Fatima Chari. Et on va lui vendre ta théorie. Je pense que franchement bon, j'imagine sa réponse. Non Samy, il faut se rassembler 2 secondes. Allez, Attika de Orléans, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi aussi je voulais intervenir par rapport à la théorie du complot. Je respecte les familles des défunts, etc. Pour moi, il y a bien eu des morts et il faut respecter. Maintenant, quand on parle théorie du complot, j'aimerais bien insister sur la chose. Est-ce que on nous dit par exemple l'exemple de Mohamed Merah, où on a clairement les premières constatations où une femme reconnaît une personne à yeux de couleur avec un tatouage juste en dessous de la paupière. Comment on peut retrouver derrière après un arabe tout mat? C'est une question qu'on pourrait soulever. Ça fait partie des questions qu'on peut se poser, effectivement. Alors, moi, je parle. Bonsoir, Attika. C'est une chose qui est des morts. On est une autre. Et on respecte les familles des défunts. Mais qu'on nous stigmatise, ça, c'est réel. Et moi, je pars du principe où le complot est là. On fait des morts un peu, on stigmatise toutes les religions. Mais on pointe quand même notre religion en avant, quand même. Hicham. D'accord. Moi, sur le cas de cette affaire là, Mohamed Merah, moi aussi pareil, ça n'engage que moi, mais faut pas oublier que Mohamed Merah, si je me trompe pas, a abattu des personnes, c'est ça? Je me trompe pas? Voilà, d'accord, ok. C'est ça. Il n'a pas abattu n'importe qui. Ouais. Il me semble qu'il a abattu des enfants. Des enfants dans voilà, une école. des enfants. Voilà. Donc rien que ça déjà.
c'est très très lourd. C'est très très lourd et ça se passe de commentaires. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre sur le sujet. Maintenant, moi, Tika, je comprends ton point de vue, mais je mettrais pas ça sur le coup du complot. Je dirais que plutôt qu'il y a des choses, des gros manquements, puisque l'affaire a été suivie, on a eu des juges antiterroristes qui ont pu intervenir, et il est important, ça a coupé, mais en tout cas, il est important, il est hyper important, et c'est ce que j'avais dit dans ma dernière chronique, lorsqu'on aborde un sujet, il est super important de vraiment se renseigner. Il y a des zones d'ombre, oui, mais il y a des zones d'ombre des fois parce qu'on a la flemme de lire un article jusqu'au bout. On a la flemme d'écouter tous les arguments de toutes les parties. Alors, ok, d'accord. En l'occurrence, ça tombe encore une fois sous le coup d'un maghrébin. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on y peut? Mais maintenant, dans son histoire, ce fameux Mohamed Merah, il me semble qu'il avait été plus ou moins très en contact avec les services secrets français. Ouais. Et il savait beaucoup de choses. Voilà, exactement, et qu'il avait une liberté de circulation sur le territoire. Ouais. Attention, je dis ça parce que je l'ai lu. Ouais, ouais. Et il me semble qu'il bossait un petit peu avec les services secrets. Donc après, derrière, c'est pas forcément du complot. Et encore une fois, si on parle jamais des services secrets, c'est parce que c'est secret. Donc lorsqu'après il arrive quelque chose comme ça sur la voie publique, ça part en vrille totale, c'est que forcément on n'aura pas toutes les informations. Il y a des secrets d'instruction, il y a des enquêtes qui sont faites, et on n'est pas, nous, qu'on soit chroniqueur, auditeur ou lambda, on n'est pas habilité à forcément tout maîtriser, tout comprendre. On peut essayer de tout comprendre, mais il est important d'éviter de crier tout de suite au complot, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose. Et c'est ce que je disais la dernière fois, encore une fois, c'est que quand tu ne maîtrises pas quelque chose, avant d'ouvrir la bouche, essaie de comprendre un petit peu mieux. Bon, allez, on va enchaîner tout de suite. Du coup, on va passer à un avis tranché qui va être tranchant pour le coup. Avec Hicham Terak, jingle, c'est parti, messieurs dames. Alors piétinez-moi, allez-y. Un avis tranché sous forme de questionnement, j'allais dire, par rapport à un fait qui s'est déroulé à Aqua Boulevard, Hicham. Exactement. Chers auditeurs, chères auditrices, me voici aujourd'hui devant ce joli petit micro pour vous conter mon avis tranché. J'étais bien parti pour faire un avis drôle et léger sur les longues listes des augmentations financières de notre petite vie quotidienne, et finir mon texte avec une voix grave comme dans les émissions d'M6 ou Énergie 12. Vous savez, ce genre de voix... Attendez, je vais vous la faire. Malgré notre enquête, une question subsiste. À qui profite le crime? Bon, vous voyez le type d'émission. Mais malheureusement, l'actualité a une nouvelle fois changé la donne. Oui, comme un avion, elle m'a détourné. Elle m'a fait me coucher très tard. Je me suis renseigné, j'ai lu, j'ai vu, et encore une fois de plus, je suis dessus. Nous sommes en 2018. Et voilà ce qui s'apparenterait à une petite première belle marque d'islamophobie déguisée en règlement intérieur un peu trop zélé. Ah là là, moi qui disais que être islamophobe c'était saut 2017, ben non. Voilà qu'une jeune demoiselle qui faisait de l'exercice physique tranquillement dans son coin se voit être virée de la salle de sport pour des raisons qui, permettez-moi de le dire, sont borderline. En effet, vous savez que pour des besoins d'identification, porter un turban, un voile, ça pose problème en France, surtout dans un cours de fitness, n'est-ce pas ? J'attends avec impatience les réactions des médias, des féministes, des fémènes, des polémistes et tout autre autoproclamé Avenger des droits des femmes. C'est drôle, la tête couverte mais pas trop relayée dans les médias. Elle ne répond pas aux clichés imposés sûrement. Je dis ça, je dis rien. Bref, j'imagine que tout le monde en a parlé, tout le monde a pu voir les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, le problème n'est pas vraiment là. Oui, comme disait Fox Mulder dans X-Files, la vérité est ailleurs. Je m'adresse à nous, fils d'immigrés nés sur le sol français. Je m'adresse à nous, étrangers naturalisés. Je m'adresse à nous, banlieusards, fiers de l'être, mais dans cette société persiste le mal-être. Je m'adresse à nous, communauté silencieuse prise en otage entre terrorisme et racisme. Je m'adresse à nous, les soi-disant intégrés. Je m'adresse à nous, les métamorphosés de l'identité. Je m'adresse à nous, les apatrides frustrés. Je vous pose une question simple. Et si on s'unissait ? Oui, s'unir, pour arrêter de subir, pour arrêter de souffrir, pour arrêter de baisser la tête. Et si on s'unissait pour être ensemble, pour construire, pour avancer, pour proposer un meilleur lendemain, pour s'entraider. On n'est pas obligé de s'aimer, certes, mais on a un droit fondamental qui nous manque, c'est le respect, et surtout à nos femmes. Alors en 2018, on compte pas, nous ? Hein ? Lol.
Quoi qu'il en soit, je les entends, les déçus de la première heure, crier haut et fort, mais non, avec nous c'est pas possible, on a inventé le zéro et on est resté dedans. Comme disait Joe Star et Cool Chain du groupe NTM, l'union fait la force mais la misère la divise. Eh bien stop les amis, on s'unit pour arrêter de se plaindre, de geindre, pour prouver qu'on mérite notre place et qu'on l'a pas volée. Nous sommes une force tranquille, utile et habile. Alors on s'unit parce que, croyez-moi qu'on pèse, on a du poids. Comme le dit si bien ce groupe de rap qui est le 113, comme tout citoyen, je suis censé aller voter, histoire de dire que j'existe dans leur communauté. Et ouais, si tu votes pas, tu n'existes pas dans ce système. Alors aux prochaines élections, on s'inscrit et on vote. Alors passez le mot. On se doit de s'unir et de montrer au monde ce qu'on vaut réellement. Comme disait le groupe X-Men, j'ai de la force pour mes frères. Faut qu'on s'organise, qu'on crée notre propre truc avant que tout explose. Marre de nous voir dans des rôles de racailles, bandits, dealers ou prostituées à la TV comme au ciné. Dans les blockbusters, quand c'est pas des menaces extraterrestres, c'est toujours le Moyen-Orient qui menace le monde, bizarrement. Avant, dans les films, c'était les Russes les méchants. Maintenant, je crois que c'est plutôt le musulman. Alors agissez, montrez-vous, montrez l'exemple. Marre de raser les murs, marre de prouver 10 fois plus que les autres, marre d'être stigmatisé pour un nom de famille. Alors on se lève tous, non pas pour Danette, mais pour faire place nette. On s'unit et on prouve, on montre ce qu'on vaut, et on vaut mieux que ça. Oui, c'est comme Rof qui posait cette question dans une de ses chansons, mais qui est l'exemple, vous vous souvenez? Bon, le sujet est tellement vaste, et j'ai pas suffisamment de temps pour parler de tout. Mais pour terminer, je citerai cette phrase magnifique de Kenny Arcana. Changer le monde commence par se changer soi-même. Merci. Résiste. Merci France Gall pour clôturer, j'allais dire, cet avis tranchant de notre ami Hicham Terak. Merci Hicham. Voilà. Ouais, écoute, y a pas de quoi, hein, ça a été un plaisir. Et en l'occurrence, voilà, j'ai écrit ça, je t'avoue, cette nuit. Ouais. Et donc bah après. Ça sent l'écriture de nuit. Je sais pas pourquoi. Et après être tombé justement sur le cas de, j'oublie son nom, Amandine ou Albertine. Et donc il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux. C'est la première, c'est ça, c'est que on est en 2018, donc forcément voilà, il reste plus de 300 jours sur cette année et à mon avis c'est pas la première fois, c'est pas la première ni la dernière où on va entendre parler de ce type de comment dirais-je, de faits, tu vois, sur des personnes qui vont être mis sur le banc de la société pour d'une certaine manière. C'est très grossier ce que je dis, mais parce que je porte un turban, je porte un voile. Et en l'occurrence aussi, la deuxième chose, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que ça n'arrive qu'aux femmes. Alors je sais pas si c'est c'est elles qui sont les principales victimes. Exactement ce qu'on dit, ce qu'on appelle le sexe faible, tu vois. Alors avec tout le respect que j'ai pour elle, attention. Mais encore une fois, c'est que l'islamophobie, à chaque fois on entend parler de ces cas, c'est toujours une femme qui a été ceci, qui a été cela. Je me souviens de ces cas de femmes enceintes qui ont été rouées de coups aussi. Il me semble il y a 1 an ou 2 ans. Et encore une fois, c'est pour ça que je me suis permis de dire nos femmes. Ou encore voilà, une fois de plus, on défraie la chronique et cette fois-ci c'est soit on est terroriste, c'est méchant ce que je dis, soit on est terroriste, soit on est des victimes. Et arrivé un moment, je pense que faut remonter les manches, sortir les mains des poches et se dire que on va essayer de changer tout ça. Alors c'est bien beau de se dire, de se désolidariser, de dire que non, l'islam c'est pas ça, non on n'est pas ceci, non on n'est pas cela, mais arrivé un moment, qu'est-ce qu'on fait? Alors faut s'unir, faut essayer de bouger. Je sais qu'il y a des gens qui font un travail formidable, que ce soit de la déradicalisation, de la prévention, de la formation, tout ce que tu veux. Là-dessus, c'est super. Mais arrivé un moment, je pense qu'il faut créer une certaine unité au sein de la communauté. C'est pour ça que je suis pas rentré, tu sais, je vais pas donner de précision. C'est la communauté. C'est pour ça que j'ai parlé des immigrés. Parce que voilà, on pense surtout à nous en ce moment parce qu'on est sur les devants de la scène, sous les feux de la rampe, tu vois. Mais pas forcément de la plus belle manière qui soit. Mais je pense qu'il y a suffisamment de potentiel, il y a suffisamment de bonne volonté et de bonnes idées pour montrer et prouver que on a notre place clairement et que il y a pas de raison quoi, et ça devrait marcher pour tout le monde quoi. Farid, bonsoir Farid. Bonsoir Christophe. Bonsoir Farid. Ça fait un bout de temps que j'ai pas appelé. Ouais. J'espère que tout va bien.
Bah oui, tout le monde va bien. Tu nous appelles d'où? J'entends les interventions de notre ami géopolitique Sofiane. Et en fait, je voulais parler de ce que vous avez parlé juste avant, ceux qui croient en la théorie de la Terre plate. Et, ouais. En fait, c'est pour couler le truc en sortant là, ceux qui croient à la Terre plate. On sait très bien que c'est vraiment infime les gens qui croient à la Terre plate. C'est du pipeau. Ce matin sur RMC, ils ont essayé de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais souvenez-vous, il y a quelques années, les attentats de Karachi. Tout le monde faisait porter ça à Al-Qaïda, aux Barbus, aux Pakistanais. Et finalement, Sarkozy et Samuel Balladur étaient impliqués. Les moines de Tibéri, c'est la même chose. L'État français et l'État algérien étaient tous de mèche, et bon. Donc, et comme l'affaire Mera, par exemple. L'affaire Mera, le gars, il travaille avec les renseignements généraux. Souvenez-vous, le premier jour, il y avait une dame sur RTL qui disait que le gars est des types européens, blancs, avec des yeux bleus. Ouais, on se souvient. Bon, tout ça, on l'a mis à la poubelle, on l'a plus calculé. Donc, c'est pas... Mais il y a une différence, tu vois, entre toi. Alors, il y a une différence, pareil, entre toi, effectivement, qui se pose des questions et qui relate des zones qui peuvent apparaître comme des zones d'ombre et qui posent question. Mais toi, tu ne remets en aucun cas, et jamais, le fait qu'il y a eu des morts dans les épisodes qu'on le relate, tu vois. C'est ce qui fait la différence. Non, je suis d'accord, ça c'est sûr. On peut se poser la question, on peut se poser des questions. Voilà. Mais après, des fois, il y a des morts qui... Et il y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'il y en a qui... On fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est la description qu'on emploie. Merci Farid, en tout cas, de ton avis sur France Maghreb 2 dans cette émission, le Grand Forum. Bon, on est de retour dans un instant. On va parler de quoi? Tiens, le zapping, il va être sympa. Le zapping, on va parler de quoi aussi? On va parler de diversité à la télé. Ah, vous qui regardez beaucoup la télé. Génial ça. Vous savez que le CSA sort un rapport sur la diversité à la télé. Et il y a de l'amélioration, mais peut mieux faire, j'ai envie de dire. On va en parler dans un instant. Et puis on va faire un petit tour aussi en Tunisie. Alors ça peut vous coûter très cher que de blaguer sur la mort du président Essebsi. C'est deux internautes qui en subissent aujourd'hui les conséquences. À tout de suite. Johnny Hallyday qui nous a quitté au mois de décembre, France Gall hier. Les deux réunis en 2000, c'était la dernière apparition sur scène de France Gall, Hicham. Voilà, ça ne s'invente pas. Et merci à nos confrères de France 2 pour avoir retrouvé ces images d'archives. On n'est pas couché maintenant, on va faire un petit tour du côté d'On n'est pas couché. Samedi soir, c'était la rentrée, vous le savez, de Laurent Ruquier et de ses chroniqueurs. Et Yann Moix, devant Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a balancé sur les CRS à Calais. Écoutez plutôt. Le verbe enquister, qui rappelle donc qu'il y a un kyste, ressemble étonnamment précisément à la façon dont j'ai vu l'honneur de la République que vous évoquiez tout à l'heure se dérouler à Calais, où je ne sais pas si vous avez mis les pieds, mais j'y passe régulièrement des jours et des nuits depuis quelques mois, et ce que je vois de l'honneur de la République, Monsieur Griveaux, et vous n'y êtes pas personnellement responsable, ce sont des CRS qui gazent les couvertures de jeunes migrants de 18 à 25 ans, qui gazent l'eau potable de jeunes migrants, qui tabassent les jeunes migrants, qui sont soignés effectivement gratuitement par l'État parce qu'ils ont été frappés par la police la veille, qui n'ont aucun endroit où aller à part ailleurs, car seul ailleurs peut les accueillir, mais ailleurs c'est toujours un autre endroit, parce que le ministre de l'Intérieur veut éviter comme la peste les points de fixation. Si l'honneur de la République est de frapper des enfants à coups de matraque ou de gazer l'eau potable, Monsieur Griveaux, et d'utiliser des termes comme kyste ou enquisté, je n'appartiens pas à la même République que vous et j'aimerais que vous nous présentiez, sinon des excuses, du moins un programme fiable pour éviter que la République française ne se transforme en ce qu'elle a déjà été capable de faire, une machine à humilier les Juifs pendant la guerre et humilier les Arabes dans les années 60. Yann Moix qui balance là, Hicham, hein. Bah écoute, pour une fois, je suis, on va dire que je suis d'accord avec lui, clairement.
J'ai écouté attentivement. Je t'avoue, je regarde plus trop cette émission en fait compte depuis un bout de temps et ce qui en ressort de toute façon de cette émission, c'est toujours les clashs qu'il y a entre moi et c'est ça. T'as même pas besoin de la regarder. De toute façon, tu les auras sur YouTube. Voilà. Et là, je t'avoue, bon, c'est devant un ministre, c'est ça? Oui, c'est le porte-parole du gouvernement. Ouais, voilà, pardon, le porte-parole du gouvernement. Je trouve ça plutôt osé. Je trouve ça plutôt bien. Il a pu dire clairement, tranquillement, sans joute verbale, ce qu'il pensait. Et ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, ce sont des gens qui sont écoutés. Et il a quand même mis le doigt sur une réalité. Et c'est vrai, on sait que il y a des comment on appelle ça, des pratiques, on va dire, de manière à ce que les SDF, enfin les migrants ne se fixent pas. Et il suffit de se renseigner un petit peu, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe autour des associations pour avoir des compléments d'information et voir réellement la réalité du terrain. Et elle est malheureusement très triste. Et à propos des migrants, toujours une séquence qui a choqué quelques téléspectateurs, puisque Charles Aznavour était l'invité de Laurent Delahousse hier soir sur France 2. Et voici cette séquence donc qui a choqué les téléspectateurs sur la réflexion concernant les migrants de Charles Aznavour. Est-ce que Charles Aznavour, finalement, quand on voit cette histoire, ce parcours, cette double culture, aujourd'hui, vous considérez que la France, elle est trop timide vis-à-vis des migrants, vis-à-vis de l'accueil des migrants, ou pas? D'abord, on devrait savoir à qui on a affaire. Il y a peut-être des génies parmi ces gens. En tout cas, il y a des gens utiles, c'est sûr. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tout le monde chez soi, c'est pas facile, et puis ça serait pas normal. Mais on pourrait faire un tri, en tout cas intéressant. On pourrait avoir des gens très intéressants qui passent. Si Madame Curie passait, on ne sait pas ce qu'une Polonaise va voir Madame, c'est pas vrai. Sur le fameux tri qu'on pourrait faire concernant les migrants, une séquence qui a choqué. Ça a choqué parce que ça vient d'Aznavour, mais sinon, je sais pas si tu te souviens de cette sélection aussi que Sarkozy voulait faire, tu sais, sur pas les migrants, mais les étudiants. C'était un petit peu, ça relevait aussi, tu sais, cette fameuse fuite des cerveaux africains, par exemple. Pour moi, ça revient, c'est exactement la même chose. On est là à sélectionner de l'humain comme si c'était une marchandise, à savoir qu'est-ce qui va nous apporter, qu'est-ce qui est bon pour nous, et le reste on jette. C'est purement de la consommation. C'est malheureux, hein. Mais on est en train de rentabiliser des vies en fin de compte, tu vois, et je trouve ça vraiment dégueulasse, clairement. Maintenant, je pense que ça a choqué parce que c'est Aznavour qui dit ça. Il est pas dans son rôle. Et bon, il a un certain âge où, tu sais, avec un certain âge, tu commences à avoir une certaine franchise et t'as de moins en moins de filtres. Il se pourrait que... c'est particulier parce que Aznavour, son vrai nom, c'est Aznavourian. Il a changé ça au début de sa carrière, il a retiré le Yan. Et c'est particulier quand c'est un émigré qui le dit, en fait. Tu vois, et je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour moi, on est dans un contexte qui change pas finalement. On parle d'humains. Alors, faut pas oublier une chose, c'est que les migrants, dans la grande majorité, ils viennent pas par plaisir. Non. Faut juste pas l'oublier. Ça fuit des guerres, ça fuit des zones de guerre, ça fuit la misère. Alors oui, ça fuit la misère. Alors oui, j'aime bien entendre cette phrase. On peut pas accueillir toute la misère du monde. Pour moi, elle ne veut rien dire. Clairement. Parce que les gens, quand ils viennent, je sais pas, moi, tu sais, je sais pas, ils viennent pas pour rien, quoi. C'est pas pour venir gratter, tu sais, comme on dit, les allocations, prendre le pain de la bouche du français. Ça, je pense que c'est un très très vieux cliché qui était utilisé, qui est toujours utilisé par certains partis, mais on sait que dans le fond, c'est pas du tout ça. Et j'entendais ce matin, Pécresse qui tenait plus ou moins un discours, assez spécial sur les migrants, et à parler des enfants mineurs, et comme quoi le nombre d'enfants mineurs qui demandaient à l'asile et qui venaient en tout cas en France et qui n'avaient pas de papier avait doublé, je crois, en un an. Et elle expliquait que la majorité des cas, les enfants n'étaient pas réellement mineurs, sauf qu'ils sont déclarés mineurs sans papier, donc on peut pas les renvoyer. Tu vois, donc encore une fois, t'as des problématiques qui sont assez particulières, et on traite ce sujet comme si c'était un sujet super simple, alors qu'en fin de compte, c'est super compliqué, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des humains en face. Effectivement. Allez, on fait un petit tour maintenant, il s'en est terminé pour ce zapping, un petit tour par la Tunisie. Messieurs, dames, reconnus coupables d'avoir été la source d'une rumeur sur la mort du président tunisien Béchir Essebsi le 18 novembre dernier. Les deux jeunes internautes, Mounji Djedidi et Abdelrazak Ghazri, ont tous deux été condamnés à 6 mois de prison ferme ainsi qu'un 5000 dinars d'amende chacun, selon un jugement rendu par le tribunal de première instance de Gendouba. Une condamnation sévère en vertu d'une loi désuète, s'indignent certains.
Pour les avocats de la défense, le jugement rendu serait sans rapport avec le dossier et la sentence sans fondement légal. Pour rappel, le 18 novembre 2017, une information avait été largement diffusée sur les réseaux sociaux via un montage du logo de France 24 annonçant le décès du président de la République, Béchir Essebsi, 91 ans, ce qui avait même d'ailleurs contraint la chaîne d'information à démentir, suivi par la présidence de la République. Mais si la chaîne française avait en un second temps indiqué qu'elle poursuivrait les responsables de l'intox, c'est en vertu de l'article 77 du Code pénal consacré à l'offense sur la personne du président de la République que les deux plaisantins ont été jugés. Cette rumeur vise à déstabiliser le pays. Nous avons dévoilé tous ceux qui se cachent derrière ce mensonge, avaient alors promptement réagi Saïda Garage, qui est la porte-parole de la présidence, non sans une certaine dramatisation, affirmant qu'une plainte avait été déposée auprès du parquet. Nordine Benjoucha, qui est conseiller politique à la présidentielle, avait quant à lui laissé entendre que les deux faussaires appartenaient au MATA, qui est un parti d'extrême gauche, ce qui avait contribué à politiser cette affaire. Fraîchement élu, lui, dans la circonscription d'Allemagne, Yassine Ayari a aussitôt réagi depuis Paris pour dénoncer une sentence archaïque et un chef d'inculpation moyenâgeux de crime de lèse-majesté, une disposition qui a disparu des procédures pénales en France depuis 1832, tout en promettant d'amender ce volet de la loi tunisienne. Voilà un petit peu ce qu'il en ressort de cette affaire qui a fait beaucoup de bruit en Tunisie. Donc deux internautes qui ont voulu faire une plaisanterie de mauvais goût évidemment, mais qui se retrouvent donc condamnés assez sévèrement pour le coup. Hicham, non? Écoute, ouais, bah après, encore une fois, on va parler de démocratie, de liberté d'expression. Ça peut partir d'une blague toute bête, mais après, dans certains pays où tu sais que c'est assez tendu, politiquement, même socialement, tu sais, les blagues ne sont pas toutes les bienvenues. Là, en fin de compte, voilà, c'est une fake news, hein, c'est purement, c'est ce que c'est, et du coup, bah, ça prend des proportions incroyables puisqu'il y a de l'emprisonnement plus des amendes. Alors que je sais pas, moi tu pourrais justement attraper les petits et leur dire bon, on arrête les bêtises, mais ça s'arrête là pour moi, tu vois, y a pas besoin d'en faire tout un plat. Et puis si demain tout le monde dit que le président est mort, il suffit qu'il se montre et puis c'est tout. Puis qu'un des ministres ou le porte-parole du gouvernement, s'il y en a un réellement, qu'il puisse tout simplement dire que non c'est faux et puis on s'arrête là, tu vois, on passe à autre chose. Voilà. Maintenant de là après parler de ça comme s'il se passait que ça là-bas en fait. Je pense qu'il y a d'autres problématiques. Ouais, surtout une démocratie qui se cherche en ce moment. Exact. Après le printemps arabe, après je sais pas quoi encore et bah écoute ouais, ils se cherchent. Mais malheureusement là, je trouve qu'ils ont trouvé des trucs qui n'ont pas lieu d'être en fait. Bon, alors si on parlait un peu de diversité à la télé, messieurs dames, on va parler de diversité dans les médias plus particulièrement, puisque voilà 8 ans que chaque année, vous le savez, le Conseil supérieur d'audiovisuel, le CSA, publie un baromètre destiné à évaluer la perception de la diversité de la société française à la télévision. Selon les critères du sexe, de l'origine, de catégories socio-professionnelles, du handicap, de l'âge, en prenant en compte les critères qualitatifs, rôle positif ou négatif ou neutre des personnes intervenant à l'écran dans ce nouveau baromètre sorti il y a quelques jours, le CSA note une légère amélioration de la représentation des personnes vues comme non blanches à la télé, mais le bilan reste, cela dit, mitigé. Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les personnes perçues comme non blanches sont mieux représentées dans les fictions que dans les autres programmes d'information, magazines ou documentaires. Le CSA note dans les fictions une faible proportion de personnages perçus comme non blancs dans des rôles de héros. Plus globalement à la télévision, le nombre de personnes vues comme noires est en augmentation, mais les personnes vues comme arabes continuent selon le CSA à être moins nombreuses, leur proportion étant de 22% alors qu'elles représentaient 28% en 2015. La proportion des personnes vues comme asiatiques a également diminué. Mon cher ami Hicham, voilà pour ce que nous indique ce nouveau baromètre. Toi qui regardes un petit peu la télé quand même, est-ce que tu constates comme ce baromètre par exemple qu'il y a de moins en moins d'arabes à la télé? Ouais, clairement, je vais pas dire que je me suis focalisé dessus, ça serait mentir, mais il est vrai, il y a un cliché qui persiste, une idée qui persiste, c'est que malheureusement quand tu es issu de certaines communautés, t'es enfermé dans un carcan, t'es enfermé dans un certain type de cliché. En l'occurrence, pour ma part, c'est ce que je dis un peu dans ma chronique, c'est que voilà, un petit peu marre de nous voir comme soit des dealers, des terroristes ou juste des petits gars de banlieue qui squattent le bas d'un immeuble ou le terrain vague du quartier. C'est un petit peu ça. Et puis c'est amusant parce que il y a les Américains qui ont entre guillemets comme d'habitude on va dire un petit peu un temps d'avance sur nous là-dessus, où t'as carrément
un dispositif, une loi qui justement impose aux chaînes et d'avoir entre guillemets les fameux quotas. On a essayé de parler, je sais pas si tu te souviens, on a parlé de quotas à un moment à la télé. Donc aujourd'hui, je sais qu'en France, on a un peu de mal avec ça, clairement. Maintenant, quand tu regardes mais bon, je regarde par exemple, je donne un exemple, Plus belle la vie. Il y a un black dans Plus belle la vie. Ouais, enfin pas moi directement, mais non, mais dis-le, je suis parasité par Plus belle la vie. Comme beaucoup de mecs, j'imagine. Ouais. Et en fin de compte, non, bah tu vois, il y a un peu de diversité, tu vois. Bon, ça se passe à Marseille. Ouais. Tu vois qu'un black qui est 1 ou 2 basanés, pas forcément maghrébin, tu vois, mais bon, voilà. Genre Samia Nasri, elle est pas forcément maghrébine, quoi. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Elle s'appelle Fabienne. Voilà, tu sais, c'est un truc qui est tout bête, mais est-ce que tu te souviens de Seconde B? Qui passait avant. Oui. Tu te rappelles, c'était l'histoire de lycéens au lycée et tout. Et j'avais été hyper surpris parce qu'il y avait un rebeu dedans. Excusez-moi de l'expression, j'ai dit rebeu. Et quand j'avais lu le générique la première fois, je m'étais aperçu que le gars s'appelait Julien. Ouais. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Ils ont osé. Et encore une fois, j'ai pas envie de jeter d'huile sur le feu, pardon. Mais quand la plupart du temps, t'as des histoires qui sont qui existent, de vraies histoires qui sont comment on appelle ça, tu sais, filmées de manière à ce qu'on raconte l'histoire, donc issues de faits réels. Assez souvent, par exemple, tu prends le cas de Intouchable, c'est ça, avec Omar Sy. Oui. Où on sait qu'à la base, c'était pas un black qui était l'assistant du comment on appelle ça, j'ai oublié son nom, de François Cluzet. Voilà, exactement pareil. Ensuite on a eu d'autres films comme ça où à un moment tu te dis oh, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'en France par exemple il y a certaines minorités qui ont du mal à être visibles parce qu'elles ont mauvaise presse aussi, tu vois. Il y a un grand réalisateur américain, il me semble que c'est Ridley Scott, à qui on doit entre autres Alien. Genre rien que je dis ça, je dis rien. Qui disait, si je me trompe pas, c'est lui à vérifier, je vérifierai, je mettrai ça sur ma page Facebook, mais il me semble qu'il avait eu ouvertement, qu'il avait réussi à dire, il a pu le dire que avoir un héros maghrébin c'était très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce que les producteurs disent c'est maghrébin, tu vois, il y a plein de choses qui viennent en contradiction, et c'est vrai que un héros qui vient du Maroc ou d'Algérie, tu sais, tout de suite t'as comment on appelle ça, t'as des clichés, tu vois, t'es tout de suite parasité, et ça me fait penser à un acteur qui s'appelle Saïd Taghmaoui, que je respecte énormément. Pourquoi? Parce que il est parti aux États-Unis. Le gars, un peu comme Omar Sy, tu vois, le gars, on le voit dans des très très gros films. Dernièrement Wonder Woman, rien que pour citer, quoi, tu sais, un blockbuster comme on en fait, comme ils savent en faire aux États-Unis. Et le gars, il fait son petit bonhomme de chemin, et tu t'aperçois que pour nous ici, c'est pas forcément, il est pas mis en avant comme un exemple, tu vois. Omar aussi pareil, il a quand même joué dans des Marvel, c'est pas rien, dans Jurassic Park, et je trouve qu'on met pas ça assez en avant en fait, compte. Malheureusement. La Bekti aussi. Ouais, exactement, la Bekti, t'as Raïm aussi, tu vois, issu d'une certaine diversité, et je trouve c'est pas assez, tu vois, est-ce qu'il y a un SAR système qui fonctionne que dans un sens? Je ne sais pas, peut-être. Après, bon voilà. C'est vrai que c'est chose qui me concerne parce que je trouve que c'est très important d'en parler, mais si cette diversité se retrouve à la télé, si elle se retrouve au cinéma, il y a encore une fois de plus une meilleure acceptation de soi, et de se dire que voilà, on a des leaders d'opinion, on a des influenceurs qui nous ressemblent en fin de compte, tu vois. Et c'est hyper important, je trouve que c'est vraiment important, et de manière aussi à faire comprendre que on n'est pas cantonné que à faire du sport, ou que à chanter, ou que on a énormément de gens qui écrivent des livres qui sont super bons, on a des gens qui ont été au gouvernement, tu vois. Après la politique, ça reste encore différent. Ça, c'est clair. Certain, en tout cas, ce baromètre à parler, effectivement, faut nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Dans un instant, dans le cadre de Libertad. Mais pour l'heure, je vous propose d'accueillir le coup de cœur de Hicham Terak. Encore France Maghreb 2. Le coup de cœur. Et il s'appelle Karim, ton coup de cœur. Présente-nous-le. Il s'appelle Karim Djelata. Karim Djelata, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vas-tu, Karim? Très bien. Merci de m'avoir invité. T'as vu, ouais, meilleurs vœux à toi, plein de bonnes choses. Merci, pareillement. La santé surtout.
Ouais, pareil. Voilà. C'est très important si on veut faire de bonnes choses. Ah, exactement. Donc aujourd'hui t'es mon coup de cœur, mon cher Karim. Donc je te fais passer après un certain Karim Gued que tu connais aussi un petit peu. Et l'objectif pour moi c'était un petit peu de montrer justement que on peut être issu d'une certaine diversité, de venir de n'importe où en France, et on peut réussir. Alors réussir avec entre guillemets, parce que la réussite c'est pas la même pour tout le monde. Mais je voudrais que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui. Alors, juste avant de parler de moi, je vous ai longuement écouté et je voulais juste rebondir sur 2-3 points qui m'ont moi personnellement alerté. Je pense que vous parliez, alors il y avait beaucoup d'intervenants au sujet de l'islam, au sujet des attentats, au sujet de beaucoup de choses. Je pense que aujourd'hui la France, les Français, tous autant que nous sommes, nous avons un réel défi, c'est le savoir et le vivre ensemble en fait. Que ce soit, moi je vais parler de manière assez franche, mais que ce soit les Noirs et les Arabes contre les Français dits de souche, c'est juste un rêve de fauteurs de troubles qui n'ont que des mensonges à la bouche en fait. Et je pense que au travers ce que tu disais, ce que tu évoquais tout à l'heure, la communication, au travers donc l'honnêteté, on peut pouvoir améliorer les choses. Alors certes, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais la France dans son histoire en fait a toujours eu un problème avec entre guillemets je dirais les immigrés, parce que je l'ai entendu beaucoup de fois. Si on prend l'histoire de France très rapidement, elle a eu, ça a été très difficile à l'époque d'être un jeune Italien au début du XXe siècle, puis un jeune Polonais, puis un jeune Juif, et aujourd'hui c'est autour des musulmans. C'est vrai, la situation est difficile. Elle est difficile. Alors c'est pas moi qui le dis aujourd'hui, c'est des ex-conseillers comme Jacques Attali, comme Alain Mick, donc qui étaient conseillers respectifs de Nicolas Sarkozy et de François Mitterrand. Évidemment, aujourd'hui il y a une forme de désenchantement que tous les musulmans ressentent face à la communauté française. Voilà, c'est un vrai échec, mais je pense que voilà, on peut pouvoir faire avancer les choses. Tu parlais de quotas, de formes de discrimination positive. Je pense qu'on peut pouvoir forcer le système, que la communauté musulmane est une élite, une réelle classe moyenne, une bourgeoisie musulmane, et qui fasse, comme tu le disais, je reprends le terme que tu as employé, puisse influencer en fait tout un écosystème, et faire en sorte que oui, effectivement, depuis des décennies, la communauté musulmane fait face au racisme, à l'islamophobie, etc. Dans le monde du travail, dans la politique, il y a un réel plafond de verre. Il y a une étude il y a quelques mois émanant de l'INSEE qui faisait état effectivement des enfants issus d'immigration, des enfants maghrébins, étaient quelque part victimes, même si je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais voilà, d'un plafond de verre qui empêche effectivement. Parce qu'il nous reste à peine une minute et il faut absolument que tu nous parles de toi. D'accord. Alors, je vais vous parler de moi. Alors voilà, très rapidement. Alors, merci pour avoir invité. Très rapidement, mon parcours. Je suis issu de la banlieue, parce que moi j'ai grandi en banlieue près d'une vingtaine d'années. Quelle banlieue, mon ami? Alors j'ai grandi dans le 91, dans une banlieue, dans une ville qui s'appelle Les Ulis. Donc comme on peut à chaque fois l'entendre quand on qualifie la banlieue de chaude, etc. Donc moi j'y ai grandi et les banlieues de manière générale sont pas chaudes. C'est une banlieue où la diversité s'y côtoie et où on peut faire de très belles choses en fait. Je suis issu de parents d'ouvriers, donc je suis un jeune issu de l'immigration. Je suis un ancien sportif de haut niveau où j'ai servi donc la nation, les équipes de France donc à très haut niveau. C'est beau. Je suis père de famille et fier de l'être. J'ai une très belle femme, j'ai de beaux enfants et je suis cadre dirigeant dans une multinationale en fait, une plateforme donc liée dédiée au recrutement. Voilà. Très rapidement, mon parcours, il est celui d'un banlieusard comme Kerry James le dit, où j'ai vu très rapidement qu'il fallait que je mette, de par mon parcours, mon expérience de vie, que je mette les bouchées triples par rapport à certains pour pouvoir m'en sortir en fait. Alors, très rapidement, Pardon de te couper, mais là on va être coupé par la pub. Est-ce que tu pourras venir nous rendre visite avec Hicham? Ouais, t'inquiète pas, je le ramène. Voilà, profitez davantage. En tout cas, merci beaucoup Karim. Désolé Karim, mais comme on est speed. Voilà. Il n'y a pas de souci, on se dit à très bientôt alors. Ouais, super. Merci beaucoup et tu viendras nous voir sans problème dans un instant, messieurs dames. Libertad, c'est parti. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Ah, messieurs, dames, si j'allume le micro, c'est encore mieux. 01 40 33 9000, mon cher Hicham, c'est l'heure de la liberté qui résonne sur France Maghreb 2, comme tous les soirs, à cette même heure. Bonsoir, qui est là? France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Nora de Paris. Bonsoir Nora, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Bah écoutez, ça va bien, on vous écoute Nora, qu'est-ce qui se passe? Et bonsoir à votre invité aussi. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez justement sur les acteurs, oui, mais souvent aussi si vous allez souvent au cinéma ou je sais pas si vous y allez souvent. Oui, on y va de temps en temps. Mais souvent aussi, on est représenté comme ou des dealers, des voleurs ou des jeunes qui traînent dans les quartiers, qui savent pas lire ni écrire, ouais, c'est un peu caricatural, quoi. Il y a un film qui est sorti, la Burnout. Ouais. C'est un peu. Il est bien ou pas? Pareil, quoi. Il est bien ou pas? Qui deal. Voilà, nous, on est mal représentés, quoi. Même quand on est représenté, on est représenté de la même manière. Ouais, bonjour, c'est Hicham. En fait, il y a aussi, il y a aussi une série de, je crois qu'il y en a eu 2. C'est les banlieues 13. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais, banlieues 13. C'était une catastrophe à ce niveau-là. Oui, je me souviens. C'était une catastrophe. Là, au niveau cliché, on pouvait pas faire plus cliché que ça. Ah, c'est abusé. C'était abusé. C'était trop. Après, il y avait la haine à l'époque. Ouais, mais c'était différent quand même. Tu vois, C'était va craquer. Ouais, C'était va craquer, mais il y avait une certaine réalité. Moi, je dis qu'il y avait une réalité, alors que dans d'autres films, on sait que c'est extrapolé. Comment il s'appelle l'autre avec Tabata Cash là? C'était avec Samina Seri aussi. Ouais. Avec Oseille, il s'appelait le cheval Oseille. Ouais. Vous voyez son nom. Vous voyez de quoi je parlais? Ouais, exact. Ouais. Il était super ce film aussi. Ouais, mais il était un peu trop cliché, je crois. Ouais, aussi, ouais. Oui, toujours. Là, il y a un film qui est sorti mercredi dernier. Ouais. Et le nom du film c'est Burnout et c'est pareil, quoi. Donc d'ailleurs il y a même des gitans qui sont des gros dealers de cocaïne, etc. Et donc les noirs, les arabes, d'origine maghrébine. Voilà. Merci Nora en tout cas de ton appel. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Il est bien Burnout ou pas? Pas mal. Le début c'est un peu lent, mais il est pas mal. Vous devrez quand même aller le voir. L'histoire est pas mal. Ok, parce que j'avais bien envie d'aller moi. Mais bon, merci beaucoup Nora. Vous devrez y aller, c'est pas mal. C'est une belle histoire, mais malheureusement c'est toujours dans les clichés. Banlieusards, quoi. Merci Nora. À bientôt. 0140 33 9000 bien sûr pour vous exprimer en toute liberté sur France Maghreb 2 dans le grand forum. C'est Libertad. 0140 33 9000 si t'as un truc à dire. C'est le moment de décrocher ton téléphone et d'ainsi parler en direct à la radio, sans filtrage, en toute liberté. Voilà, vous pouvez le faire tranquillement tous les soirs, 01 40 33 9000. Et vous aussi qui nous écoutez à l'étranger, vous pouvez nous appeler au 00 33 1 40 33 9000. Ça c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Ça s'en occuper aussi, il y a beaucoup de monde en même temps. Donc persistez, allez-y pour ces quelques minutes qui vous restent. 01 40 33 9000, c'est un numéro gratos. Voilà, vous pouvez y aller, profitez-en pour nous appeler et participer donc à cet espace de liberté dans cette émission Le Grand Forum. Ça s'appelle Libertad, faites-le savoir autour de vous. Voilà, ça peut être aussi pour passer un petit bonjour à quelqu'un en particulier. France Maghreb 2, bonsoir. Ok, au revoir. Ça a coupé, voilà. Pour dire bonjour à Hicham par exemple. Ouais, je suis plutôt cool, allez-y, n'hésitez pas. France Maghreb 2, bonsoir. Ah bah oui, on a un chat, le chat, forcément. Le chat. Coucher panier maintenant, ça suffit. Il y en a marre des chats. Il appelle souvent? Bah ouais, il appelle tous les soirs. Après il nous fait la poule et je sais pas quoi. Va dans ta basse-cour mon vieux. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel s'il te plaît. Alors Dijon, Mounir. Salut Mounir de Dijon, comment ça va les Côtes d'Or? Ça va, alhamdoulilah, ça va, tranquille. Qu'est-ce qui se passe Mounir? Moi j'ai un peu, après je voulais réagir par rapport à plusieurs sujets, mais on n'a pas le temps, donc faut aller vite. Juste dire quelque chose. Vas-y. Moi je suis un filet, déjà t'as une émission, franchement ce que tu fais c'est du bon travail avec tous tes invités. Merci Mounir. Et j'aimerais rajouter comme quoi les musiques, j'avais déjà appelé Modjel parce que j'étais pas bien, et j'avais dit les mieux, parce que je suis un fidèle auditeur de France Maghreb. Ça serait bien de faire quelque chose avec vos musiques, parce que c'est tout le temps la même chose et franchement ça casse la tête. Envoyez des mails, arrêtez de nous dire à nous, on n'y peut rien, nous on n'est pas des programmateurs musicaux, c'est pas à nous qu'il faut envoyer. Les programmateurs musicaux ils font quoi? Bah j'en sais rien ce qu'ils font moi, chacun son boulot. T'écris à... C'est quoi l'adresse? C'est où qu'il faut écrire?
à direction @francemaghreb2.fr si vous êtes des milliers à envoyer des mails. Crois-moi qu'ils vont faire attention au bout d'un moment. Voilà. Exactement. Mais c'est pas nous. Nous on est, c'est pas le bureau des pleureuses ici. Bonne soirée. Salut Mounir, en tout cas, je te remercie. Merci en tout cas. Salut mon pote, à bientôt. Bon, bah c'est terminé. Effectivement, je peux comprendre que ça peut énerver, mais voilà, c'est pas nous qui mettons la musique, c'est pas nous qui faisons ça. Nous, on est des simples exécutants et on s'occupe de l'émission. Pour le reste, ça nous appartient pas. Donc direction @francemaghreb2.fr. Salut tout le monde, merci Cham. Bah écoute, merci à toi et merci à vous, chers auditeurs, parce que ça fait du bien. On retrouve quelques auditeurs sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur Snap aussi. Et du coup, bah c'est bien, c'est plaisant, un bon public. Merci à tous et restez bien fidèles évidemment à l'écoute de France Maghreb 2. Et nous, on est de retour demain avec un certain Osinras qui sera là demain pour vous accompagner. Salut tout le monde, voici le flash de 18h avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Un proche de Nicolas Sarkozy a été interpellé à Londres ce lundi. Il s'agit d'Alexandre Djouri. L'homme d'affaires français est soupçonné d'être impliqué dans l'affaire du financement libyen supposé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Alexandre Djouri avait quitté la France depuis la mise en examen dans ce dossier de Claude Guéant pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Il était visé par un mandat d'arrêt européen délivré par les juges d'instruction du pôle financier de Paris. Si vous avez une voiture, attendez-vous à un durcissement du contrôle technique dès mai prochain. Il sera plus long et plus coûteux. Le nombre de points de contrôle sur votre automobile va passer de 123 à 132. Et en cas d'anomalie grave, les réparations doivent être faites le jour même et non plus sous 2 mois. Le conducteur risque sinon une immobilisation de son véhicule ainsi que d'une amende de 135 €. Le rattrapage au bac va-t-il disparaître au profit de l'examen attentif du livret scolaire? C'est en tout cas ce qui se dégage des réflexions menées par un duo d'experts nommé par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Cette suppression serait justifiée par la lourdeur de son organisation, notamment par la mobilisation de professeurs durant le mois de juillet. Près de 8 Français sur 10 croient en la théorie du complot. C'est selon une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. Et parmi les théories avancées, le sida a été créé de toutes pièces ou encore Daesh est manipulé par les gouvernements occidentaux. Un phénomène d'autant plus marqué chez les jeunes. Un mot de santé, la prise de vitamines B6 et B12 augmenterait le risque de cancer de poumon chez l'homme. C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par une équipe taïwanaise et américaine. Le risque est accru s'ils sont aussi fumeurs. Du sport et du tennis, Andy Murray a été opéré de la hanche droite à Melbourne en Australie. L'Écossais sera donc absent des terrains pendant plusieurs mois. Il espère cependant être de retour en juin prochain pour la saison sur gazon. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.